Bonjour et merci d'être avec nous pour cette After Fuel matinale de Génie Climatique Magazine. Alors nous allons parler forcément de l'avenir des énergies fossiles. Le débat consacrera également un temps au bois énergie qui gagne de plus en plus de foyers en France. Mais pour ouvrir le bal, place à celle qui a le monopole du cœur, la pompe à chaleur RO. Certains lui prédisent un avenir encore plus radieux qu'aujourd'hui. Mais comment faire la différence entre une bonne et une mauvaise pompe à chaleur? Quid du choix des fluides et surtout, comment accompagner les chauffagistes pour ne pas les laisser au bord de cette autoroute de la thermodynamique? Expert de la transition énergétique, professionnel des fluides frigorigènes, fabricant de solutions de chauffage et bien sûr représentant de la filière installateur, ils sont avec nous ce matin pour en parler. Merci à vous quatre d'être avec nous. Merci à vous de nous suivre en direct. Alors je le rappelle, vous pouvez poser vos questions tout au long du débat. On les sélectionne et puis à la fin de nos échanges, nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre avec moi. Pascal Housset, président de l'UMGCCP, on ne vous présente plus. Je voulais vous poser une première question pour ouvrir ce débat. Pourquoi ne voit-on quasiment que de la PAC RO quand on parle rénovation énergétique des logements en France? Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une communication qui est très forte, qui est faite par les différents médias autour de la pompe à chaleur RO, mais pas que. Quand on parle de pompe à chaleur, finalement, c'est beaucoup de solutions PAC, mais entre l'aérothermie, la géothermie, la PAC RR, voilà, donc il y a de multiples solutions, mais c'est vrai qu'il y a une accentuation de demande du fait que des hausses des énergies, l'effet Ukraine, etc. Donc ça amplifie encore ce phénomène, effectivement. Et est-ce que le gouvernement n'y est pas pour quelque chose aussi, forcément, sur cette prédominance de la PAC RO? Ça fait déjà plusieurs années qu'on répète qu'il faut décarboner. Il faut se séparer de plus en plus des énergies fossiles. Donc, bien évidemment, c'est un accélérateur de ce phénomène également sur le terrain. Alix Veil, vous travaillez pour Delta EE, un cabinet d'experts en analyse de la transition énergétique. Vous avez prédit un bel avenir de la pompe à chaleur RO. La dernière étude qui est sortie, je crois, fin 2021, vous nous prédisiez que les ventes de pompes à chaleur RO allaient dépasser en 2026 celles des chaudières gaz. Est-ce que c'est pas un petit peu ambitieux pour le marché? Eh bien, au contraire, en réalité, puisque cette étude, comme vous l'avez dit, a été publiée fin 2021. Depuis, ce qu'on a constaté, c'est une augmentation du prix de l'électricité, mais encore plus du prix du gaz. Et puis, il y a une forte incertitude quant à l'approvisionnement du gaz dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est vrai que l'actualité joue peut-être en faveur de la pompe à chaleur RO. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la rentabilité d'une pompe à chaleur est encore plus importante. Ce qui est très vertueux pour le marché, évidemment. Donc, en fait, ce basculement pourrait arriver avant 2026. Avant 2026. Est-ce que, si jamais ces fameuses incitations gouvernementales venaient à changer, vos chiffres, eux aussi, viendraient à évoluer ? Bien sûr, alors tout impact de la régulation, des aides du gouvernement se font immédiatement ressentir sur le marché. Aujourd'hui, la demande est quand même très forte. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la nécessité de transiter vers ces solutions plus vertueuses. Et je pense que finalement, les challenges du marché sont peut-être plus du côté de la filière aujourd'hui, qui va peut-être avoir pas mal de mal à installer suffisamment de pompes à chaleur pour rencontrer cette demande. Bon, alors c'est une question à laquelle vous pourrez répondre tout à l'heure, Pascal. Jean-Luc Savin, vous représentez le groupe Vaillant. Quand vous entendez un discours comme celui d'Alix Veil, on est prêt à remplir les stocks des installateurs et des distributeurs? Alors déjà, je ne peux que partager l'analyse qui est faite là, de la nécessité de renforcer la filière pour réussir cette transition énergétique.
Et dans ce contexte-là, je pense que les industriels comme Vaillant Group et d'autres ont un rôle majeur à jouer pour accompagner cette transition, pour former la filière, notamment pour quelque part convertir cette expertise de plombier chauffagiste vers celle de climaticien et frigoriste, qui est donc un élément essentiel pour cette transition. De manière concrète, chez Vaillant Group, on a développé un parcours d'accompagnement PAC, qui permet justement de faire acquérir les compétences nécessaires à l'installation et à la maintenance à donc des installateurs, des professionnels qui jusqu'ici étaient plutôt spécialistes de la chaudière, voilà, chaudière à gaz notamment. Et voilà, de façon encore un peu plus précise et plus concrète, on va donc les accompagner sur différentes thématiques après avoir fait une analyse quelque part du point de départ de leurs compétences, et donc parce que chaque installateur est différent finalement, a une histoire différente, et on va donc compléter cette expertise, cette compétence pour lui permettre d'acquérir vraiment la totalité du panel d'expertise nécessaire pour la pompe à chaleur. Voilà. Pascal Osset, quand on entend un discours ou des accompagnements qui sont proposés par des industriels de ce type, ça vous rassure, vous, en tant que patron des installateurs de la FFB ? Oui, alors la formation, à la fois la formation en amont, la formation de nos jeunes, bien sûr, et la formation continue, et on va avoir besoin effectivement de mobiliser vraiment l'ensemble des forces vives de la formation, à la fois dans nos centres de formation, mais aussi en partenariat avec les industriels qui ont des structures, des plateformes avec du matériel, donc qui sont les produits qui sont actuellement installés et qui vont être installés par la suite. Donc c'est important effectivement de se mobiliser. Donc on a besoin de l'ensemble de ces structures pour pouvoir former très rapidement l'ensemble de nos professionnels. Et on va en ce sens, puisque quand on voit l'évolution des installateurs Calipac en très peu de temps, on va en ce sens. Mais il en faudrait encore davantage. Oui, les chiffres ont explosé chez Calipac là, ces dernières années. Complètement, oui, ça a quasiment triplé. Ouais. Et c'est gage de forcément une bonne installation ? Alors, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'être Calipac, c'est pas forcément avoir toute l'expertise d'installation de pompe à chaleur, malgré qu'on ait des retours d'analyse des audits qui sont faits dans le cadre de RGE, qui sont pas si mauvais. Bon, il y a encore des améliorations, et c'est pour ça qu'on a besoin que nos partenaires industriels puissent également apporter la formation sur les produits et je dirais les bonnes pratiques pour que ça soit bien installé et aussi bien maintenu, parce que la maintenance, elle est essentielle également pour la pérennité des systèmes qui vont être installés. On en parlera dans un instant de la maintenance. Jean-Marc Rissman, vous représentez Chemours, fabricant de fluides frigorigènes. C'est aussi un aspect finalement très important quand on choisit telle ou telle pompe à chaleur à installer. Quelle est son importance, quel est son impact de ce fluide dans l'installation, dans la pose d'une PAC ? Je dirais que l'impact va du tout au tout, dans le sens où un choix de fluide frigorigène va conditionner énormément au niveau technique déjà, on va construire tout autour du fluide ce qu'il y a besoin. Et également, ça va influer sur, on va dire, trois paramètres vraiment importants qu'il faut prendre en compte quand on va choisir un fluide frigorigène pour sa PAC ou pour un autre système thermodynamique. Ça va être déjà l'efficacité énergétique. On est quand même au cœur là du problème, c'est d'avoir la meilleure efficacité énergétique possible. Encore plus aujourd'hui qu'avant. Exactement. Et derrière, on va aussi avoir un aspect sécurité. Et ça peut aussi dépendre derrière des architectures aussi qu'on va utiliser. Par exemple, vous parliez de la PAC RO, il y a des PAC RR, il y a plein d'architectures qui sont différentes et qui vont s'adapter plus ou moins, certains fluides vont s'adapter plus ou moins mieux à certaines applications. Et il y a aussi la partie, on va dire, plage d'utilisation. Est-ce qu'on installe des PAC dans des environnements climatiques plutôt chauds, plutôt froids ? Ça va demander des delta T plus importants. Est-ce qu'on veut faire de l'eau chaude sanitaire avec ? Est-ce que justement on est en rénovation ? Pour ça, on parle beaucoup de la PAC RO sur la rénovation, parce que déjà technologiquement, on peut simplement faire un plug and play à la place d'une chaudière. Si on arrive à atteindre les bonnes températures d'eau, c'est quand même la solution la plus simple, on va dire, pour faire une transition écologique rapide et facile. Donc tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte et vont finalement déterminer, on va dire, pour chaque cas spécifique, le fluide le mieux adapté, en tout cas, à votre utilisation. La solution la plus simple, vous partagez cet avis, Pascal Osset ? Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que n'oublions pas, et je parle sous votre contrôle, mais on a une réglementation qui est en train d'évoluer au niveau des fluides frigorifiques, notamment des normes européennes,
avec la F-Gaz qui va nous obliger à diminuer de plus en plus les typologies de fluides qui sont, je dirais, mauvais pour la planète. Donc il y a des choix qui vont être à faire, donc aussi des choix de gaz, des choix stratégiques de typologie de machines. Et puis, je voudrais juste rebondir sur les technologies. C'est un point important, c'est que beaucoup de pompes à chaleur maintenant, et de mémoire, mais Vaillant le fait, on a ce qu'on appelle les pompes à chaleur monoblocs, ce qu'on appelle les pompes à chaleur de chauffagistes, puisque finalement, le fluide frigorifique n'est que dans la pompe à chaleur, le groupe extérieur, et donc il n'y a pas spécifiquement de manipulation de fluide à faire pour le chauffe-eau. Oui, vous avez juste une liaison hydraulique. Liaison hydraulique, donc, et ça, c'est vrai que ça simplifie un peu la vie des chauffagistes. Par contre, effectivement, la population des entreprises qui sont plutôt des climaticiens, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qui eux font des habilitations pour la manipulation des fluides, peuvent effectivement utiliser ces fluides. Mais ça va être un vrai sujet pour les années là, à venir, ce choix. On va peut-être en parler tout à l'heure, notamment le propane, dont on parle beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il y a un vide total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on installe une machine qui fonctionne au propane. Il n'y a pas vraiment de réglementation, ni de qualification pour les installateurs, ni les mises en œuvre aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet à creuser à ce niveau-là. Avant de parler du propane, qui est effectivement une solution bien développée au sein du groupe Vaillant, je voudrais revenir justement sur ce choix des fluides frigorigènes. Comment vous les accompagnez, les installateurs, peut-être pour les aider? Est-ce que vous avez quelques astuces, quelques conseils à partager avec eux quand ils se posent la question de ok, je prends une pompe à chaleur RO, mais avec quoi elle fonctionne, quoi? Ce que je mets dedans. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Là-dessus, en fait, on accompagne beaucoup, on fait beaucoup de génération de données sur des comparatifs, sur les utilisations. En fait, quand je disais qu'il y a les 3 principaux paramètres à prendre en compte, il y a aussi un paramètre important qui est justement la manipulabilité du fluide. Il faut qu'elle soit facile, il faut qu'elle soit, si possible, ça ressemble à ce que connaissent déjà les frigoristes pour avoir déjà pas toutes ces personnes-là formées. Il va déjà falloir former énormément de techniciens et de frigoristes en plus. Si les chiffres de la pompe à chaleur décollent comme c'est bien prévu qu'ils décollent, et j'en suis persuadé. Donc tout ça, c'est des choses qui vont vraiment rentrer en compte dans ces choix-là. Donc après, pour les accompagner, nous, comme je disais, on génère beaucoup de données là-dessus, et on accompagne aussi au cas par cas les entreprises quand elles font des choix, quand elles ont besoin de faire des choix. Souvent, on a des contacts directement avec les recherches-développement des différents OEM pour venir challenger en fait chaque fluide les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de souplesse peut-être, ou le plus de sécurité, ou le plus d'efficacité énergétique dans telle application, dans telle chose. Et donc là, on va vraiment rentrer dans le détail, comparer les différents éléments. Et après, bien sûr, ils restent seuls maîtres de leur choix. Encore heureux, c'est finalement eux aussi les porteurs de science. Et voilà. Alix Veil, est-ce que vous sentez une tendance du marché pour tel ou tel fluide de la pompe à chaleur RO? Est-ce que c'est un critère qui peut être important que vous avez remarqué dans vos analyses chez Delta EE? Alors c'est effectivement un critère, mais parmi de nombreux critères. Aujourd'hui, le dimensionnement de la pompe à chaleur, ça peut encore rester une question dans de nombreux cas. Ouais. Et nous, ce qu'on observe aussi, c'est que en fait, encore aujourd'hui, le marché va plutôt vers des monogestes, donc va tendre vers plutôt une solution. On va juste installer une pompe à chaleur. Et nous, ce qu'on déplore un petit peu, c'est qu'on pense que des gestes plus complets, avec une rénovation énergétique plus globale du logement, a vraiment son intérêt et son importance, notamment si on veut vraiment rentrer dans les objectifs du gouvernement de décarboner massivement le bâtiment. Oui, c'est vrai, il y a une étude d'ailleurs, je crois, de l'ADEME et de l'IDRI qui pointait du doigt le fait que si on mettait seulement une pompe à chaleur RO en remplacement d'un vieux système de chauffage, c'était pas si magique que ça, et il y avait encore des déperditions thermiques. Comment on fait quand on est installateur, Pascal Housset, pour mutualiser, pour fédérer, pour faire une belle réno globale? Oui. Alors la rénovation globale, c'est un vrai sujet depuis, c'est une quinzaine d'années qu'on est sur le sujet à la fédération. Finalement, c'est comment vous l'expliquer? En fait, on a déjà une problématique de fond, c'est l'instabilité des aides. Oui. Ça déjà, c'est un frein majeur. C'est ce qu'on explique d'ailleurs au pouvoir public, c'est qu'il faut arrêter d'avoir en permanence le yo-yo avec les aides. Déjà en monogeste, c'est déjà le cas.
avec les baisses des C2E, la prime rénov, un coup ça monte, un coup ça descend. Alors déjà, ça c'est un casse-tête encore plus que pour les fluides, pour nos installateurs, pour nos entreprises, que c'est rébarbatif le fait de tout le temps avoir des changements. Et puis le coût global, parce que là, avec la hausse aussi des matériaux, on a des restes à charge, même en monogeste, qui sont quand même assez conséquents. Alors évidemment, il y a ce levier que la hausse des énergies là, fait que le coût du chauffage aujourd'hui a un vrai budget dans le budget du ménage, et donc ils souhaitent anticiper pour les hivers à venir, effectivement avoir un système de chauffage performant. Mais j'en suis d'accord, si on veut massifier la rénovation et la faire de bonne manière, la rénovation globale, nous avions fait une proposition, nous, à la Fédération française du bâtiment, qui s'appelle le contrat d'accompagnement énergétique, et qui est en train d'être repris, d'ailleurs, on peut s'en réjouir. Comme quoi vous avez des bonnes idées. Partiellement, mais on était en avance en 2019, qui est repris par Solia, notamment. Okay. Et donc, en fait, ce parcours client, c'est d'abord embarquer davantage le maître d'ouvrage avec nous, parce que finalement, nous, autour de la table, on est toujours en train de proposer des solutions fantastiques, mais finalement, on n'embarque pas suffisamment le maître d'ouvrage. Donc, il faut, dans l'histoire qu'on raconte, il faut embarquer davantage le maître d'ouvrage. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est pour que on avait proposé de faire un programme sur 3 ans, parce que 1 an, 2 ans, si on fait une rénovation globale, c'est des travaux quand même assez lourds, et donc il faut se faire ça sur 3 ans. Et si le maître d'ouvrage va jusqu'au bout de son parcours, finalement, il a des bonus au niveau de ses aides. Bon. C'est en train de plus ou moins se mettre en place dans ce sens-là. Donc nous, bien évidemment, on va travailler de concert avec les pouvoirs publics pour que ça puisse être accentué. Et je pense que ça peut être une bonne solution pour amplifier cette rénovation globale et que les travaux puissent se faire de bonne façon. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est que ça se fait déjà. Et notamment, je parlais de Solia tout à l'heure. Moi, je suis de Seine-et-Marne, et ça fait 15 ans qu'on fait de la rénovation globale avec des artisans qui ont des savoir-faire en isolation, un groupement d'artisans. C'est pas spécialement un groupement, c'est des artisans qui savent travailler ensemble de bonne façon et qui font de la rénovation globale. Le chauffagiste remplace ce système de chauffage, l'isolation est faite. En général, c'est un programme qui se fait sur 2-3 ans, c'est ce qu'on a constaté. Et finalement, ça se fait bien. Et donc, il faut arriver à amplifier ce phénomène. Des entreprises qui savent travailler ensemble, il y en a dans tout le territoire national, des artisans qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de compléter leurs prestations, sans forcément faire un GIE, sans faire des groupements compliqués, mais il faut l'amplifier, il faut l'accélérer, il faut l'amplifier. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des niveaux d'aide qui soient à hauteur. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on a 30 ou 40 000 euros à sortir pour faire une vraie belle rénovation performante, ça peut être compliqué. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on demande là, c'est d'amplifier le niveau des aides lorsqu'il y a un vrai programme qui va jusqu'au bout. Il faut aussi financer, parce que on voit le système de payer juste le reste à charge et l'avance de frais, etc. Ça a ses limites aussi, on l'a vu. C'est compliqué. Ça fait des grosses avances de trésorerie, que ce soit pour les délégataires d'ailleurs ou pour les entreprises. Donc finalement, le principe de ce qu'on appelle l'éco-PTZ, ça fonctionne plutôt bien. Ça a été renouvelé, on s'en réjouit d'ailleurs que ça a été remis en place. Et par contre, il faut qu'on mette des plafonds un peu plus élevés. Ça a déjà été rehaussé en partie, mais je pense qu'il faut encore le relever d'un cran. Bon, on le note et puis on soumettra ça au nouveau gouvernement, c'est ça, à Madame Pannier-Runacher. Jean-Luc Savin, je voudrais revenir sur ce que vous faites au sein du groupe Vaillant pour marquer un peu les esprits dans la rénovation énergétique des logements, dans le remplacement de ces chaudières fuel. Vous avez opté pour le R290, le propane, on en a parlé au début de nos échanges. Pourquoi ? Alors exactement, on en a parlé tout à l'heure des fluides. Alors c'est vrai que c'est comme disait Chris Matt, c'est un gros sujet, le fluide, un pompe à chaleur. On parlait tout à l'heure de la révision de la F-Gaz là, qui risque de rebattre les cartes des fluides. Alors on ne sait pas encore, pour l'instant c'est une proposition de la Commission européenne. Mais c'est assez ambitieuse. Très ambitieuse, voilà. Ouais. D'ailleurs, nous, Vaillant Group, on soutient, on va dire, une position ambitieuse, peut-être pas aussi ambitieuse que celle de la Commission européenne. On est tous conscients de la nécessité de faire des efforts sur l'impact climatique qui est directement lié au fluide, ça c'est clair. Après, il faut aussi que le calendrier permette à l'industrie de s'adapter. Parce que c'est vrai que si le calendrier est trop ambitieux, ça risque d'être assez compliqué. Pour revenir plus spécifiquement sur le sujet du R290, donc c'est vrai que
la tendance, on voit bien, aller vers des fluides de moins en moins émissifs. Et le R290, donc, a un très faible potentiel de réchauffement global par rapport aux fluides traditionnels, fait vraiment partie des solutions qu'on va privilégier. En général, je pense sur les pompes à chaleur. Nous, on a décidé d'introduire le R290, donc le propane, il y a à peu près 3 ans. Je crois qu'il est assez intéressant quand on a des émetteurs haute température, c'est ça, avec ce Exactement, fameux... exactement. Un des avantages, qui sont nombreux, du R290, c'est qu'il permet d'atteindre une haute température, grâce à ses propriétés thermodynamiques qui sont vraiment supérieures à la moyenne, sans avoir de circuit frigorifique complexe. Il n'y a pas besoin de double injection de vapeur là, pour les experts en circuit frigo. Donc il permet finalement d'avoir de la fiabilité avec de la performance. Et ça, c'est quand même pas donné à tous les fluides. Et si on ajoute à cela le fait qu'il simplifie la manipulation, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de certificat d'aptitude à manipuler les fluides. Puisque c'est du monobloc. Alors, pas parce que c'est du monobloc, c'est parce qu'il n'est pas concerné par la F-gaz. Il n'est pas fluoré. D'accord, très bien. Et Voilà. il n'empêche qu'il reste dangereux à certains... Voilà, il y a des rumeurs, des légendes urbaines où certains installateurs peuvent en avoir un peu peur. Alors, Parce que vous le soulignez tout à l'heure, il n'y a pas de réglementation autour du propane. Il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de certificat ou de qualification pour le manipuler. Il est inflammable. C'est du propane, donc après, je pense qu'il faut aussi revenir un peu aux fondamentaux. Il est en très petite quantité. Quand il est en monobloc, il est à l'extérieur du logement, donc il n'y a vraiment aucun risque particulier. Et on travaille même, l'industrie travaille aussi sur des splits potentiellement au R290 à terme, pour anticiper des révisions des F-gaz. Je crois que ça se fait dans certains pays en Asie déjà. Exactement. En Inde, il y a déjà des packs RR. Oui, alors est-ce que c'est le meilleur endroit, Pascal Housset? Non, je vous vois sourire. Oui, si je peux me permettre une réaction. Bien sûr, je ne conteste pas les propriétés de la performance du propane dans telle machine. Nous, par contre, où on s'interroge, côté installateur et mainteneur, c'est effectivement l'environnement. Moi, je reviens sur le contexte de ce qui nous intéresse en France, le type d'installation. Et je pense notamment aux ERP. Lorsqu'on installe des systèmes, si demain on fait du multisplit, effectivement, au propane, pourquoi pas. Mais là, il me semble véritablement important qu'on y mette des règles. Et d'ailleurs, comme je dis toujours, on ne va pas réinventer l'eau chaude, et c'est le premier juriste qui parle. On a possibilité, puisqu'on sait faire aujourd'hui, nos installateurs, pour la plupart, savent installer du gaz dans des bâtiments, qu'ils soient ERP ou pas, aussi dans l'habitat. Donc il faudra peut-être à un moment donné qu'on mette effectivement à la fois des règles autour de l'installation du groupe par lui-même, former là aussi bien évidemment les entreprises, et puis peut-être utiliser je dirais le savoir-faire de nos nombreux installateurs, et je pense aux installateurs PG qui font de la PAC, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de PAC hybride autour de la table, mais il y a aussi ça qui a aussi une double technologie embarquée, j'ai envie de dire, et avec justement du raccordement gaz. Donc il faudra, je pense, encadrer pour que ça soit un succès et en toute sécurité d'installation, qu'on ait ce savoir-faire des entreprises qualifiées pour pouvoir installer ces systèmes-là, avec là aussi des règles et peut-être demain un certificat de conformité pour les installations de fluides propane qui seront installés, puisqu'il y aura des règles à respecter pour répondre je dirais, aux législations en vigueur pour ce type d'installation. Et pour compléter, en plus des règles auxquelles je participe complètement, il est important de donner la compétence à l'installateur. Et c'est vrai, nous qui avons lancé donc, des packs au R290 il y a à peu près 3 ans, dans le parcours d'accompagnement en PAC dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment, il y a une partie manipulation du R290. Il faut être capable, si jamais il y a besoin, de changer un compresseur sur une PAC monobloc au R290. La technique est plus ou moins la même que celle pour les autres fluides. Simplement, il y a des petites précautions à prendre en plus, et ça se gère très très bien. Voilà. Mais je pense qu'il est nécessaire effectivement de former la filière à l'utilisation de ces fluides, et quelque part de compenser le trou un peu réglementaire
tient sur ce fluide puisqu'il n'est pas soumis à la FGAS. Oui, on en vient même encore de la pédagogie, de la montée en compétences du côté de la filière et des installateurs. Jean-Marc Christmann, on sent que les industriels, les fabricants de solutions de chauffage doivent s'adapter à toutes ces réglementations. Est-ce que vous avez pu constater chez Chemours voilà, des belles transitions d'industriels qui sont passés d'un fluide pas très propre à une solution un petit peu plus vertueuse et qui ont forcément dû faire appel à vous, j'imagine? Oui, tout à fait. Bon, on a eu des développements conjoints parce que certains industriels se sont bien sûr posé plein de questions sur tout ça, vers quoi on transitionne. Oui, c'est vraiment une question compliquée à Compliqué, puis répondre. qui date déjà d'il y a quelques années. Ouais. La F-Gaz, même s'il y a des révisions en cours, sa philosophie change absolument pas. On est toujours sur la même philosophie de transitionner vers des solutions à bas PRG, de pas potentiel de réchauffement globaux. Donc en fait, on a eu pas mal d'exemples par le passé justement de transition, pour pas le nommer le R410, pardon, qui est malheureusement un PRG de 2088. Donc on va essayer de transitionner vers des choses quand même beaucoup plus raisonnables. On a eu notamment, je ne sais pas si on peut les citer, mais un cas, c'est Stiebel qui avait fait la transition entre le 410 et le R454C. Donc l'avantage de ce fluide, c'est qu'il va garder les mêmes niveaux de pression, les mêmes utilisations. On va même augmenter les plages de température utilisables, notamment avec les températures d'eau plus élevées en sortie. Mais ça oblige à reconcevoir l'équipement, non, j'imagine, le compresseur? Il y a des choses à prendre en compte parce qu'en fait, même s'il n'est pas A3, il est A2L, ce nouveau fluide. Donc en fait, il va apporter certaines contraintes d'inflammabilité. On est sur de la faible inflammabilité, mais il faut quand même le prendre en compte dans la conception de l'équipement, dans tous les cas. Donc ça impose bien sûr certaines règles techniques et de conception. Mais on utilise déjà par exemple le R32 depuis de nombreuses années, notamment dans les clim RR énormément, qui est aussi A2L. Donc il a aussi cette classification-là, sans problème particulier. On est quand même sur... faut s'imaginer que pour en enflammer un A2L, il faut 2000 fois plus d'énergie que pour enflammer un A3. Donc, c'est pas les mêmes niveaux d'inflammabilité, c'est pour ça qu'il y a différentes classes, voilà, tout simplement. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'en faisant cette transition, ils ont pu améliorer, on va dire, tous leurs indicateurs. Ils ont amélioré l'éco-labelling, il a grandement augmenté, parce qu'ils ont augmenté les COP, ils ont augmenté les plages d'utilisation. Enfin voilà, c'est vraiment... Il y a de belles transitions, il y en a d'autres. Mitsubishi travaille aussi, énormément de fabricants. Heureusement, ils y travaillent à peu près tous. Bien sûr. Je voudrais qu'on parle de cette durée de vie de la pompe à chaleur Aéro, parce que là, on en installe partout. On prévoit même en 2050, je crois, 9 maisons sur 10 équipées de pompes à chaleur Aéro. Mais ces ménages, finalement, modestes, très modestes, qui profitent en ce moment le plus des aides pour installer ces pompes à chaleur Aéro, est-ce qu'ils vont pas avoir des difficultés à un moment pour bien entretenir et pour faire en sorte que leur installation, que leur équipement soit le plus pérenne possible? Pascal Housset. Oui, alors c'est un vrai sujet de fond. À l'UMGCCP, on a agi dès 2018 et encore plus 2019 quand il y a eu l'accélérateur sur deux sujets. C'est déjà d'alerter l'ANA dès janvier 2019 sur le fait qu'on voyait arriver la vague des pompes à chaleur et de se dire, donc c'était un travail aussi conjointement avec l'AFPAC, c'est de dire on ne peut pas demain installer massivement des machines dans des foyers précaires et grands précaires sans penser à la maintenance, accompagner cette maintenance. Bien sûr. Parce que sinon, derrière, c'est des gens qui auront des machines qui ne seront pas suivies et ça posera des soucis de pérennité dans le temps. Des contre-références aussi. Donc. Et des contre-références. Voilà. Aujourd'hui, une machine qui est bien installée et qui est bien maintenue. Donc maintenant, on a réussi, le deuxième effet, le deuxième effet qui se coule, comme je dis, c'était de l'obligation de maintenance des pompes à chaleur. Oui. Ce qu'on a obtenu. Tous les 2 ans. Voilà, tous les 2 ans. La plupart du temps, ça se fait contrat annuel comme une chaudière. Les gens, quand ils prennent le contrat, il y a une visite annuelle. Il valait mieux avoir une visite annuelle et avoir un accès tarifaire. Et là, on a travaillé conjointement également avec nos amis CAPEB et SINASAF sur ce sujet-là, pour avoir des tarifications qui soient acceptables pour les ménages qui avaient une chaudière avant et qui mettent ce type d'équipement. Une pompe à chaleur qui est bien installée dans les règles de l'art et qui est entretenue chaque année, c'est 15 ans et plus.
Donc une machine qui a été qui est bien installée, voilà, et surtout bien dimensionné au départ, un produit de qualité qui est suivi, il est pérenne dans le temps. Mon inquiétude, elle est ailleurs, parce qu'on parle beaucoup je reviens sur les fluides frigorifiques. Pour nos mainteneurs de pompes à chaleur, aujourd'hui, l'inquiétude, elle est ailleurs dans le sens où on voit bien par l'évolution des fluides. Beaucoup d'installations ont été faites en R410, du R407, du R32. Maintenant, on a le propane. Alors déjà, nos mainteneurs ont des véhicules qui ressemblent un petit peu, vous savez, aux livreurs de bière, avec tous les fûts, voilà. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bouteilles. Ça fait beaucoup de bouteilles différentes. Alors en même temps, c'est un moyen aussi pour les fabricants, finalement, les installateurs, ils se fidélisent un peu avec une ou deux marques avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Donc au niveau des fluides, ça réduit aussi. Mais là où il y a le risque, c'est de se dire que si on suit le nouveau calendrier imposé par l'Europe autour de la F-Gaz, où là ils nous ont mis comme j'aime à dire, on était en piste bleue, on est passé en piste noire, et là c'est plus la même donne. Et ça veut dire qu'on peut avoir des particuliers qui ont des installations qui ont 6 ans, 7 ans, si on suit la trajectoire qui est donnée, et leur dire dans 7 ans, écoutez, votre installation, on ne peut plus y toucher, parce que moi je ne peux plus remettre de manipulation en R32, encore moins en R410. Donc ça, à mon avis, ça va poser un vrai souci économique. Donc il faut et de crédibilité aussi de votre part. Oui, auprès il faut penser maintenance, et à l'ère où justement on explique qu'il faut quand même faire attention à pas que le matériel soit prématurément usé, etc. Et puis en mode de fonctionnement, il y a un discours là à un moment donné qui ne peut pas fonctionner. Et nous on est très inquiets côté installateur et mainteneur sur cette problématique là. Donc il va falloir et on va batailler en ce sens, c'est revoir un peu ce calendrier de manière à ce qu'on tienne davantage compte dans ce calendrier aussi du volet maintenance de ces équipements. Et là, on pense aux consommateurs notamment. Oui, Alix Veil. J'allais juste compléter avec quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de solutions techniques. Et je pense qu'il y a aussi un gros challenge qui est le modèle d'affaires derrière la pompe à chaleur. Et donc, on parlait tout à l'heure notamment du reste à charge pour le consommateur. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il manque des solutions finalement qui seraient complètement intégrées, qui incluraient une solution de financement, une solution de maintenance et quelque chose vraiment qui s'inscrirait dans le temps pour le consommateur. Et c'est des solutions qu'on voit un petit peu émerger à l'étranger, mais vraiment très peu en France aujourd'hui sur la pompe à chaleur, et qui apporteraient des bénéfices en termes de maintenance, évidemment. On aurait un reach beaucoup plus large sur les consommateurs qui ont peut-être moins de possibilités d'investissement. Et en plus de ça, on pourrait rajouter d'autres possibilités sur la pompe à chaleur, telles que l'exploitation de la flexibilité qui est offerte par ce genre de solution. Le fameux heating as a service. Exactement, voilà, c'est la terminologie qu'on utilise. Merci à tous les quatre. On va laisser la parole à nos internautes avec toutes les questions que vous avez pu nous poser durant ce débat. C'est l'heure d'écouter vos questions et puis de tenter d'y répondre. Alors, un de nos auditeurs, nos spectateurs, nous fait remarquer que les installateurs ont des difficultés à poser des pompes à chaleur en copropriété. Quelle solution pour les propriétaires d'appartements anciens à Paris, notamment, vous qui travaillez en Île-de-France Oui, effectivement, c'est ce qu'on explique d'ailleurs au pouvoir public, c'est que quand on entend qu'il faut mettre des pompes à chaleur partout, c'est en milieu urbain, en périurbain on y arrive encore, mais en urbain et notamment en immeuble collectif où il y a des chaudières individuelles, c'est quasi mission impossible. Et là où il y a des chaufferies collectives, il y a parfois des possibilités, mais de faire de l'hybridation. Et ça, c'est un dossier sur lequel on travaille actuellement avec les pouvoirs publics, c'est de leur proposer, pas plus tard qu'hier, c'était une proposition que l'UMCP a faite, c'est de dire,
une copropriété qui a investi il n'y a pas quelques années dans une chaudière THPE, condensation, qui a refait toute une chaufferie, qui a dépensé 80 ou 100 000 euros dans sa chaufferie. Des fois, ils ont des financements encore en cours, avec des contrats d'exploitation qui vont avec. Eh bien, s'ils veulent passer un cran au-dessus et mettre une pompe à chaleur, donc, et on leur dit, si vous voulez profiter des aides, il faut démonter votre chaudière. Aujourd'hui, les textes sont faits dans ce sens. Donc, c'est un peu dommage d'aller démonter une machine qui fonctionne parfaitement bien, qui est récente, pour lequel d'ailleurs parfois ils ont déjà eu substantiellement des aides, et techniquement on a la possibilité. Souvent aussi on n'en parle pas suffisamment, c'est l'eau chaude qui est très énergivore, Bien sûr, mais l'eau chaude, on voit bien qu'il y a une évolution plus des consommations d'eau chaude. Alors c'est vrai que l'habitude des ménages maintenant et les usages de la salle de bain avec ce qu'on appelle des ciels de pluie, etc., à 25 litres minute, ça ne va pas dans le sens de la frugalité d'eau chaude, en tout cas, à l'heure où on parle de frugalité. Et on a de l'eau chaude qui est assez énergivore. Donc, pour répondre à la question de l'internaute, oui, dans Paris, à part des solutions parfois sur des chaufferies collectives, si on arrive à accepter l'hybridation et avec un modèle économique qui puisse être acceptable pour le copropriétaire, et puis en individuel, par contre, c'est pour ça que nous, on soutient la possibilité de continuer à changer les chaudières non THPE par de la THPE. Voilà, parce que la pompe à chaleur, c'est une très bonne solution, mais ce n'est pas la solution qui va partout non plus. Il faut en tenir compte. Oui, il faut bien évidemment le garder en tête. Jean-Luc Savin, au sein du groupe Vaillant, l'hybridation, ça vous parle ? Complètement. Nous, on y croit beaucoup, à la pâte hybride, notamment la pâte hybride gaz. Un petit peu comme disait Pascal, c'est un bon moyen quand même de limiter, déjà d'exploiter la chaudière qu'on a en place quand on vient la compléter par une pompe à chaleur, et même sur un nouveau système, ça permet, ça a de nombreux avantages, puisque ça va permettre de limiter la taille de l'unité extérieure de pompe à chaleur, qui peut parfois être un souci d'un point de vue esthétique, acoustique ou autre. Même dans le collectif, on imagine ça encore ? Dans le collectif également, on imagine tout à fait de la pâte hybride. On a déjà des projets avec ce type de solution, puisqu'on retrouve un peu les mêmes avantages. C'est un petit peu dommage en fait d'aller dimensionner une pompe à chaleur pour les quelques jours dans l'année où il va faire moins 7, moins 8, parce que c'est ça les règles de dimensionnement en fait. On dimensionne à la température extérieure de référence, donc qui est assez négative, vraiment froide. Et pour ces quelques jours dans l'année où on va avoir vraiment besoin de la thermodynamique à 100%, on va donc avoir des unités extérieures qui sont surdimensionnées. Et ça coûte cher, ça prend de la place, ça potentiellement ça peut avoir une empreinte acoustique un peu gênante, compliquée. Et la pâte hybride, c'est un excellent compromis, puisque ça va permettre de réduire ces unités extérieures pour pouvoir les utiliser 80% du temps, et les 20% du temps où on est à température extérieure basse, là on va basculer sur la chaudière. Donc on va vraiment avoir une complémentarité des énergies. Donc ça c'est intéressant déjà au niveau, on va dire, de l'immeuble, de la maison. C'est aussi intéressant pour les pouvoirs publics, parce que ça va permettre quelque part d'aller effacer les pointes d'hiver, notamment lorsque toutes les pompes à chaleur vont devoir fonctionner pour couvrir une température extérieure très basse. Là on va faire appel à la chaudière, et donc ça va délester le réseau électrique. Donc je pense que tout le monde a y gagné avec la pâte hybride. La pompe à chaleur hybride au sein de Delta E, vous y croyez ? Quelles sont les tendances que vous imaginez pour les années à venir ? Alors c'est une solution qu'on regarde depuis de nombreuses années, et qui était plutôt en plateau en France, en tout cas ces dernières années, et on y croit de plus en plus. Effectivement, l'effacement des pointes hivernales, c'est un cas d'usage qui est très intéressant, notamment en copro. Mais au-delà de ça, en fait, il existe aujourd'hui des maisons plutôt anciennes ou avec des surfaces très importantes, où c'est également très intéressant de mettre une PAC hybride, parce que la pompe à chaleur surdimensionnée pour alimenter l'ensemble des équipements, c'est pas très intéressant, ni financièrement, ni d'un point de vue électrique. On me pose une autre question qui va peut-être intéresser nos experts de fluide. La pompe à chaleur au CO2 va-t-elle arriver sur le marché français ? Est-ce que c'est des discussions qu'on a chez Chemours, au sein du groupe Vaillant, dans la profession ? Je crois savoir que ça existe au Japon. Ils sont très friands de la PAC au CO2. En réfri, le CO2, c'est quelque chose de plus en plus courant. Mais voilà, est-ce que pour faire du chauffage en France, vous en pensez quoi, le CO2 ? Le CO2 peut avoir des avantages sur le plan, il est ininflammable, bien sûr.
Il a aussi quelques contraintes de l'autre côté. Déjà, il a une efficacité énergétique qui est quand même pas énorme, surtout comparé à d'autres fluides qui sont bien supérieurs en termes de rendement et d'efficacité. Et puis, il y a la partie pression aussi qui est à gérer. La sécurité. C'est ça, quand on dit sécurité, on parle toujours de l'inflammabilité, mais les hautes pressions, c'est aussi un point important dans la sécurité à prendre en compte. Et à titre en tout cas résidentiel, je le vois très mal. C'est plutôt, ça a été utilisé pas mal sur des ballons thermodynamiques, des choses comme ça, parce qu'effectivement, comme c'est un fluide qu'on peut monter très haut en pression, on peut aussi avoir des très hautes températures. Ça existe, je crois d'ailleurs, dans le collectif. Ça existe, bien sûr. Oui, c'est une technologie qui existe, mais qui n'a pas eu grand succès pour les raisons qui viennent d'être invoquées finalement. Donc, ça n'a pas vraiment pris. C'est pas une solution qui a été vraiment retenue par la profession. En tout cas. Elle s'est développée au Japon parce qu'il y avait une obligation réglementaire plus ou moins de CO2. Hein, donc ça a vraiment boosté cette technologie. Et on n'a pas le même levier réglementaire en Europe. Oui, et puis je crois qu'il y a des habitudes aussi autour de la consommation de CS qui ne sont pas les mêmes Japon, Europe. Alors on me dit, question très précise, hein, l'installation de 3 packs correspond à un chauffage électrique par convecteur. Quid de la capacité de production, sachant que le véhicule électrique se développe, que la construction de nouvelles centrales nécessite 10 à 15 ans minimum et qu'on annonce un blackout. Alors, est-ce que là, la pompe à chaleur aéro va faire péter nos centrales nucléaires? Si je peux me permettre, en fait, c'est ce qu'on explique, nous, depuis nombreuses années, c'est qu'il faut un mix énergétique dans les solutions équilibrées. On parlait tout à l'heure de la gestion de la pointe électrique, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par Artelis qui n'a jamais été contestée par personne. Une nouvelle étude est en cours actuellement en tenant compte de la mobilité électrique. Et on voit bien, effectivement, qu'il y a des besoins importants. Mais il y a juste quelques chiffres quand même importants. Il y a le nombre d'années. Mais on sait qu'aujourd'hui, Enedis est quand même endetté à hauteur de 40 milliards. Il en faut 40 pour rénover le parc aujourd'hui nucléaire, et il en faut 40 pour construire effectivement sur un programme de 10-15 ans d'autres centrales. Donc à un moment donné, qui va payer, sous quel délai et comment. Donc on voit bien que la solution, c'est pour ça que la solution hybride est à soutenir, parce que c'est quelque chose qui permet quand même d'accompagner cette transition. Je ne reviens pas sur tous les points effectivement positifs qui ont été cités tout à l'heure, mais c'est en train de monter. Rappelons quand même que les chiffres d'Uniclimat en Italie, c'est vendu plus de 40 000 machines. Aux Pays-Bas, où ils étaient partis sur le tout électrique, finalement, ils font marche arrière et ils mettent plutôt la solution hybride en avant. Je crois obligation dès 2026. Exactement. Là, c'est même avec un accélérateur. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas capter toutes les machines, qu'ils vont en laisser un petit peu pour le marché français. Mais trêve de plaisanterie, oui, c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à l'hybride. Mais ça fait plusieurs années qu'on passe des messages en ce sens, en disant il faut laisser le temps effectivement à trouver de l'évolution d'autres solutions. Bien évidemment, on a besoin d'une unité, on a besoin des solutions électriques, mais on a le biogaz. On a le biogaz qui est une solution. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un pourcentage faible dans les tuyaux de gaz, mais c'est en train de s'amplifier. D'ailleurs, il y a eu des mots d'ordre qui ont été donnés là pour accélérer à nouveau la production de biogaz. Donc je pense qu'il faut ce mix finalement. On parlait tout à l'heure des solutions fluides frigorifiques. Là aussi, on va avoir plusieurs options qui vont venir. Mais voilà, il faut arriver à avoir cette notion des équilibres et pas mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Il faut arriver à avoir cet équilibre-là pour permettre d'accompagner cette transition dans la durée. Et à l'X-Veil, peut-être que la solution se joue aussi du côté, je sais pas moi, d'une autoconsommation ou d'une gestion un peu plus fine de sa consommation énergétique. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a 2 sujets. Donc, il y a d'un point de vue du réseau, effectivement, on va peut-être être amené à avoir certains effets de congestion, en fait, puisque tout le monde va consommer probablement au même moment. Et c'est effectivement le problème qu'aujourd'hui, on voit aux Pays-Bas. C'est-à-dire que le Pays-Bas a énormément parié sur l'électrique. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir des nœuds sur le réseau, pas pouvoir alimenter toutes les pompes à chaleur en même temps. C'est pour ça qu'ils ont fait un peu machine arrière. En fait, le contexte de la France est un peu différent parce qu'on a un réseau électrique qui est quand même beaucoup plus costaud, en fait, qui a été très bien entretenu
ces dernières décennies. Donc on a beaucoup de chance là-dessus. Le problème qu'on a effectivement, c'est plutôt d'un point de vue de l'approvisionnement. Comment faire en sorte de pallier ces pics de consommation, notamment cet hiver, avec tous les problèmes qu'on connaît. Et là, il y a d'autres solutions qui prennent moins de 15 ans à développer, et notamment tout ce qui est autour de la flexibilité. Aujourd'hui, on peut faire de l'effacement. Donc de l'effacement de consommation sur la pompe à chaleur. C'est pas le plus simple, mais c'est faisable. Mais aussi sur l'électrique, on a encore énormément d'effets Joule en France et c'est totalement exploitable. Et le véhicule électrique, c'est vraiment un usage qui est extrêmement flexible. C'est tout à fait possible de déplacer les pics de consommation du véhicule électrique pour éviter de se retrouver dans des situations de blackout. On n'y est pas encore. En tout cas, ça nous laisse de belles perspectives pour l'avenir. Merci à tous les quatre. Le biogaz, on en parle à 11h30 pour notre prochain débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien évidemment avec nous. Le replay sera disponible d'ici quelques instants sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve à 10h30 pour parler cette fois-ci de bois énergie. À tout de suite.